Alors que la guerre en Iran se compte désormais en semaines, on discute de plus en plus de la durée pendant laquelle les États-Unis pourront continuer ainsi. Cependant, je pense qu'il y a deux idées fausses essentielles concernant ce qui se passe ici, l'une sur le plan pratique et l'autre sur le plan stratégique. Donc aujourd'hui, je veux clarifier où en sont les choses. Cela signifie, premièrement, expliquer comment les États-Unis ont effectivement socialisé les coûts de la guerre, créant un fossé entre ceux qui paient pour la guerre et ceux qui décident si la guerre continue. Je ne pense pas que cela soit une grande source d'optimisme pour les États-Unis. Mais la situation n'est pas aussi dramatique que le discours public le suggère souvent. Cependant, reconnaître le problème permet certainement de clarifier que la situation est pire pour tous ceux qui vivent en dehors des États-Unis. Et cela nous dit aussi quelque chose d'important sur le risque que la RPC envahisse Taïwan à l'avenir. La deuxième catégorie générale de clarification est que la guerre ne porte pas entièrement sur qui abandonnera en premier. Elle porte aussi sur la meilleure façon d'élaborer un règlement négocié si le gouvernement iranien ne s'effondre pas d'ici là. Et là, les États-Unis imposent d'importantes contraintes physiques à ce que l'Iran pourra faire à l'avenir. Permettez-moi d'abord de résumer brièvement le problème fondamental auquel les États-Unis semblent confrontés. Nous avons déjà évoqué la préoccupation centrale au sein du Pentagone, à savoir que les stocks américains ne sont pas dans une bonne situation. Ainsi, si la Maison-Blanche souhaite conserver des réserves pour dissuader la RPC d'envahir Taïwan dans les prochaines années, l'armée américaine ne peut pas continuer à tirer indéfiniment. Cependant, avec la fermeture du détroit d'Ormuz, le débat public est passé d'une question de métal à une question de mental. Et cela concerne les deux parties de l'équation. Pour les États-Unis, le problème se résume à des préoccupations économiques du quotidien. Subir 13 pertes en plus de 2 semaines de combat n'est pas un problème politique, sans rien enlever à la douleur des familles concernées. À titre de comparaison, les États-Unis ont subi 196 pertes lors de l'invasion de l'Irak et environ 4500 au total si l'on inclut la période beaucoup plus longue de l'insurrection. Personne non plus dans le grand public ne prête vraiment attention au stock de métal. Vivre dans nos bulles de sécurité nationale est amusant, mais il faut parfois revenir à la réalité. C'est formidable que si vous regardez cette vidéo, vous sachiez probablement l'ampleur de la catastrophe économique qu'entraînerait l'invasion de Taïwan. Mais cela reste très abstrait pour ceux qui travaillent à temps plein et se demandent mais comment payer leurs factures en fin de mois. Pour reprendre une expression d'il y a longtemps, c'est l'économie, imbécile. Et dans la mesure où quelque chose peut freiner l'aventurisme de Trump, c'est bien la crise du pouvoir d'achat en Amérique. En insistant surtout sur la partie « en Amérique ». C'est simplement un problème d'inflation lié à la hausse du prix du pétrole, soit environ 27 $ de plus par baril au moment où j'écris cette vidéo, entraînant environ 67 centimes supplémentaires par gallon à la pompe. C'est la hausse de prix la plus visible, et cela retournera l'opinion publique américaine contre la guerre, ou plus précisément, cela retournera encore plus d'Américains contre la guerre. L'Américain moyen n'est peut-être pas un admirateur de l'ancien ayatollah, mais il ne voit peut-être pas non plus l'intérêt évident de l'éliminer. Il voit clairement l'inconvénient de devoir dépenser plus pour tout. À l'autre extrémité du spectre, vous avez le gouvernement iranien qui lutte pour sa survie. Les États-Unis essaient sans ambiguïté de démanteler l'appareil d'État iranien et cherchent implicitement à inciter les citoyens iraniens à se retourner contre leur gouvernement. En somme, la République islamique doit se préoccuper fortement de l'issue de cette guerre. Toute cette situation rappelle le Vietnam, où un camp l'emporte non pas parce qu'il est plus puissant, mais parce qu'il se soucie davantage des enjeux. Une grande partie du débat public s'interroge sur la possibilité pour les États-Unis de sortir de cette guerre avec un semblant de victoire. Cette intuition révèle un aspect clé des incitations à négocier lors d'une crise. Rappelez-vous que lorsque j'illustre les coûts de la guerre, je prends souvent soin de les décrire comme les coûts physiques pondérés par l'importance que les parties accordent aux enjeux substantiels en question. Concrètement, la manière mathématique de construire les coûts consiste à diviser les coûts physiques par la valeur accordée à l'enjeu. Petit rappel, je suis un véritable professeur et un véritable théoricien des jeux, n'acceptez pas d'imitation. Donc si les États-Unis se soucient peu du résultat concret, la représentation de leurs coûts semble exagérée. D'un autre côté, si l'Iran privilégiait la survie de l'État avant tout, ses coûts intériorisés deviendraient presque insignifiants. C'est en résumé pourquoi mener ces guerres est si difficile pour un pays comme les États-Unis.
Les enjeux impliquent une mauvaise position de départ. Cela dit, une partie des discussions autour de la guerre exagère la situation des coûts pour la Maison-Blanche. À tout le moins, l'administration Trump a réussi à faire supporter une part importante des coûts de la guerre à d'autres. Même si les Américains ordinaires ressentent ces prix plus élevés, ils ne supportent pas les coûts globalisés plus larges. Le fossé entre payeurs et décideurs apparaît clairement lors de la fermeture du détroit d'Ormuz. Le prix de l'essence va augmenter d'environ 67 centimes par gallon. Ce montant concerne tout le monde, pas seulement les Américains. Les États-Unis consomment 20% du pétrole mondial, donc les Américains subiront aussi 20% des conséquences directes d'une consommation accrue de carburant. Je dois préciser ici le terme « direct », car la part américaine de la consommation au-delà de l'essence est un peu plus élevée en pourcentage, et la hausse des prix de l'essence aura des répercussions sur le reste de ses achats. Quoi qu'il en soit, les Américains ne subissent pas la majorité des conséquences ici. En fait, les États-Unis sont un exportateur net de pétrole. Toutes les entreprises associées bénéficient de la hausse des prix. En somme, sans intérêt commercial dans le Golfe, la guerre a éliminé près de 20% de votre concurrence. Ainsi, les actions des compagnies pétrolières sont proches de sommets historiques. Comparez cela à un pays comme la Chine, qui consomme 16% de la production mondiale de pétrole, mais doit importer 70% de ce total. L'impact économique net y est plus important, et c'est en fait un avantage stratégique pour les États-Unis. Gardez aussi à l'esprit que si les États-Unis choisissent un jour de neutraliser les infrastructures pétrolières iraniennes, ce serait un avantage bilatéral pour la relation de sécurité entre les États-Unis et la Chine. Ou que dire de Cuba, un pays déjà confronté à un embargo pétrolier de facto. Les pays hésitaient auparavant à y envoyer du pétrole. Après la fermeture du détroit d'Ormuz, ils n'ont plus vraiment de raison de le faire, car les barils se vendent plus cher partout. Maintenant, on se retrouve dans une situation où le pays est littéralement plongé dans le noir, et le prix du marché noir pour un gallon d'essence est d'environ 35 $, dans un endroit où le salaire mensuel moyen est peut-être de 20 à 25 $. Comme pour la Chine, cependant, ce n'est pas un coût pour les États-Unis. C'est un avantage. Les partenaires régionaux subissent des coûts militaires plus élevés car ils sont à portée des drones iraniens. Ce n'est toujours pas un coût que la Maison-Blanche assume directement. L'Ukraine devra bientôt faire face à un Kremlin qui a bénéficié d'une manne économique au moment où ses finances commençaient enfin à se resserrer. Ce n'est toujours pas un coût directement internalisé par la Maison-Blanche. Est-ce une bonne façon de gagner des partisans dans le système international ? Absolument pas. Depuis quand cela a-t-il été une vraie priorité pour l'administration Trump ? L'Amérique d'abord n'est pas qu'un simple slogan. C'est une véritable politique. La leçon principale ici est que le fossé entre payeurs et décideurs détermine l'issue de la guerre. Le payeur, c'est tout le monde. Le décideur, c'est juste la personne à la Maison-Blanche. Donc, quand vous réfléchissez au coût de la guerre pour les États-Unis, il est important de penser conceptuellement au coût de la guerre pour les États-Unis, parce qu'il est facile de tomber dans le piège de croire que les coûts américains de la guerre s'étendent jusqu'ici à cause de tous ces problèmes. Mais si l'administration Trump ne se soucie directement que de ce qui se passe aux États-Unis, la situation ne semble pas aussi grave, du moins dans les négociations bilatérales. Ne tirez pas de conclusion hâtive que les États-Unis sont en mauvaise position de négociation face à l'Iran parce que le reste du monde est en feu. Bien sûr, ce que cela dit des relations des États-Unis avec leurs partenaires traditionnels est une autre histoire. En effet, les externalités négatives imposées à d'autres pays créent une dynamique géopolitique intéressante. Hier, Trump discutait de l'importance pour les autres pays d'aider les États-Unis à rouvrir le détroit d'Ormuz. Cela va au-delà de la question du déminage que nous avons abordé il y a quelques jours et s'étend désormais à la fourniture d'escortes pour les pétroliers naviguant dans la région. La réaction mondiale a été assez dédaigneuse. Ce sentiment paraît raisonnable au premier abord. Les États-Unis ont créé le problème. Il revient donc aux États-Unis de le résoudre. Quica paille. Les pays de l'OTAN, en particulier, regardent la situation et répondent explicitement « Ce n'est pas mon problème ». C'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et la crise militaire se déroule au Moyen-Orient, qui la dernière fois que j'ai vérifié ne se trouve pas dans l'Atlantique Nord. Cependant, la résistance plus large se heurte à la réalité selon laquelle d'autres pays subissent les conséquences, et les États-Unis n'assument toujours qu'une fraction des coûts.
Même si nous sommes dans une impasse pour l'instant, il est plausible de penser qu'une coalition de pays finira par céder et commencera ce processus. Nous voyons déjà des gros titres de ce genre, avec le Japon qui envisage d'utiliser ses forces navales pour garantir l'accès au pétrole. C'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais entendu. Toutefois, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Cela a tout l'air d'un problème d'action collective. Le pétrole transitant par le détroit constitue un bien public, car l'offre accrue fait baisser les prix pour tous. Mais cela donne aux pays individuels moins d'incitation à participer. La participation est coûteuse, tant pour le déploiement des navires qu'en raison du risque réel qu'ils essuient des tirs. Pendant ce temps, les participants n'obtiennent qu'une partie des bénéfices. En conséquence, ce désordre pourrait durer longtemps. Je pense qu'il vaut la peine de discuter brièvement d'un problème parallèle à celui-ci, qui est le prochain domino qui risque de tomber. Cela ferait basculer la situation dans un scénario de véritable troisième guerre mondiale. Ce à quoi je fais référence, bien sûr, c'est une invasion de Taïwan par la RPC. Ce serait très inquiétant à l'heure actuelle si Pékin avait assez de navires de débarquement, mais ce n'est apparemment pas le cas. Pas encore. Le lien, c'est qu'une invasion condamnerait l'industrie des semi-conducteurs de Taïwan. Cela plongerait l'économie mondiale dans la plus grande récession, voire pire. Par conséquent, s'il existait un planificateur pour l'économie mondiale, il placerait cela en haut de la liste des choses à ne pas faire. Le problème, c'est que Pékin ne subirait qu'une fraction des conséquences. Et si Xi Jinping est le seul à prendre directement la décision, alors le reste de ses conséquences économiques pourrait avoir peu d'importance sur ce qui se passe réellement. Le fossé entre payeurs et décideurs persiste. Nous avons aussi des signes d'un problème d'action collective limitant la faisabilité de la solution. Si la RPC risque de faire supporter de grands coûts à tous les autres, la solution consiste pour tous les autres à s'unir afin de dissuader une invasion. Cependant, les contributions individuelles de chaque pays n'apporteront que peu de bénéfices directs à ce pays. Cela crée une forte incitation aux passagers clandestins, une sécurité taïwanaise insuffisante et la possibilité que Pékin tente sa chance dans quelques années. Pour revenir à l'Iran, l'autre idée fausse concernant la situation des coûts est qu'il s'agit d'une sorte de bataille d'usure qui ne se terminera que par la victoire totale d'un camp. Cela impliquerait la chute du gouvernement iranien ou le retrait des États-Unis. Cependant, une guerre ne se termine généralement pas ainsi, et il est difficile d'imaginer que l'une ou l'autre de ces éventualités arrive. Concrètement, les États-Unis ne cherchent pas littéralement à obtenir le territoire iranien comme le montre ce graphique. L'objectif politique est de limiter l'influence géopolitique de l'Iran dans la région. C'est évidemment plus simple si le gouvernement iranien disparaît, objectif des États-Unis dans cette guerre. Mais à défaut, les États-Unis et Israël ont réussi à porter un coup important à la capacité militaire de l'Iran. Il est donc difficile d'imaginer que Téhéran devienne un acteur régional majeur après le conflit, du moins avant de nombreuses années. Les comparaisons avec le Vietnam ne sont pas valables. Non seulement parce que les États-Unis n'ont pas de troupes au sol, mais aussi parce que Washington poursuit des objectifs politiques qui vont au-delà des frontières iraniennes, et que la simple dégradation de l'armée iranienne facilite ces objectifs politiques. La capacité de Washington à obtenir plus de l'Iran dépend désormais de l'engagement de chaque camp dans la guerre. Et même si une part importante des coûts est répercutée sur le reste du monde, la Maison-Blanche doit tout de même faire face aux véritables conséquences politiques de la hausse des prix de l'essence. Je vois deux issues possibles à cette situation. La première possibilité, c'est que Donald Trump ne se soucie absolument pas de ce qui va se passer lors des prochaines élections. Il sera limité par le nombre de mandats en 2028 et il se peut qu'il ne se soucie pas du succès à long terme du Parti républicain. Il ne se soucie donc pas directement des élections de mi-mandat de 2026 et il poursuit donc la guerre à son rythme actuel. Selon toute vraisemblance, une vague bleue arrive au pouvoir et le Congrès commence à utiliser le pouvoir budgétaire pour freiner Trump à partir de janvier 2027. En attendant, les républicains au Congrès sont dans une position terrible. Tout élu dans une circonscription disputée risque de perdre, mais ils redoutent aussi qu'attaquer Trump pousse le président à se retourner contre eux, assurant ainsi leur défaite. Il vaut mieux faire le dos rond et espérer un bon déroulement de la guerre. Visuellement, c'est comme dire que l'Américain moyen peut voir le coup de la guerre de cette façon, mais Trump ne se soucie pas de ce qu'il pense. Trump voit en fait le coup de la guerre comme ceci, parce qu'il intériorise peu de conséquences s'il abandonne de toute façon ses perspectives électorales.
L'écart entre payeurs et décideurs persiste. La deuxième façon dont cela pourrait se passer, c'est que Trump se soucie de ce qui se passe sur le front électoral, et donc l'administration doit prendre une décision concernant les compromis entre l'affaiblissement supplémentaire de la puissance iranienne et l'augmentation de la facture des coûts. C'est d'autant plus vrai si l'Iran réussissait une attaque sur le sol américain, ce qui reste une grande préoccupation sécuritaire. Cela donnerait effectivement à l'Iran une position de négociation plus forte. Gardez à l'esprit que nous envisageons toujours une résolution via des négociations coercitives. Même si Donald Trump essaie prêt à poursuivre la guerre après les élections de mi-mandat, cela ne signifie pas qu'il le fera. Au contraire, l'Iran prend en compte cet impact sur l'issue de la guerre et oriente ses négociations en conséquence. Voici quelques problèmes plus profonds. Premièrement, la marge de négociation suppose que le risque sous-jacent de rébellion intérieure s'est atténué, donc la fenêtre s'est refermée sur la guerre d'opportunité des États-Unis. Ensuite, j'ai suggéré qu'il pourrait exister deux types d'administration Trump, chacune ayant un engagement différent envers la guerre. Si ce n'est pas évident pour l'Iran de savoir quel est le véritable niveau d'engagement, alors vous avez un problème classique de friction de négociation lié à l'information privée et l'assurance que la guerre continuera jusqu'à ce que cela soit résolu. En un mot, c'est le chaos. Je crois avoir déjà assez contribué au brouillard de la guerre aujourd'hui. Peut-être devriez-vous plutôt envisager de regarder une autre vidéo sur le conflit au Moyen-Orient qui tentera d'apporter un peu de clarté. Malgré cela, si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, alors merci de liker, de partager et de vous abonner, et je vous retrouve la prochaine fois. Prenez soin de vous.